Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 100 Ornat dans lequel je te présente cette fois-ci le jeu Contra, une autre de mes belles petites trouvailles à Gen Con. Contra, c'est donc un jeu fait par Blacklist Games, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, c'est un jeu coopératif qui reprend les aventures des missions du jeu vidéo et c'est un jeu qui s'inspire fortement du même système de jeu que les auteurs avaient les Sadler Brothers, qui avaient utilisé pour faire des jeux comme Street Master ou Altar Quest. Il y en avait un jeu de police aussi, d'aventure policière, avec le même système de jeu. Fait qu'on va donc avoir un deck de cartes qui représente notre personnage, un deck de cartes qui représente les ennemis, un deck de cartes qui représente le lieu dans lequel on se trouve. Et tout ça va offrir une expérience coopérative ensemble. On va donc aller voir comment on installe le jeu, comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place individuelle, première chose qu'on va faire, c'est choisir son personnage. Disons qu'on joue une partie à 2 joueurs. Mon coéquipier décide qu'il va prendre Lance. Il fait donc sa mise en place. Moi, je décide que je vais prendre Lucia. Quand on fait sa mise en place, on a un deck de cartes pour notre personnage avec un paquet de cartes différentes dedans. Premièrement, on a notre carte de personnage en tant que tel, qui nous donne un pouvoir de base, nos statistiques de base, et sur lequel on va mettre 3 jetons de médaille pour représenter les 3 vies qu'on a dans le jeu. On a également une carte de move et une carte d'attaque qui vont être des simples aides-mémoire. Pendant la partie, on a une carte pour nous rappeler le tour de jeu, comment il fonctionne, et on a une carte mission. Notre carte mission, on le voit ici à gauche, il y a 3 icônes différents. On va les placer 3 jetons identiques aux icônes juste à côté. Le reste de notre deck, c'est notre deck de cartes action. On va brasser ça et se piéger 4 cartes. On peut faire un mulligan si on veut. Fait on pourrait mettre des cartes de côté, piéger les cartes en remplacement et rebrasser dans le deck, dis-je, les cartes qu'on a mises de côté. Et on va avoir aussi des cartes, pas des cartes, mais des jetons avantages à aller chercher. Il y a 3 types de jetons avantages dans le jeu. On va en prendre un de chaque couleur en début de partie. On ne peut pas en posséder, soit dit en passant, plus de 3 de la même couleur tout au long de notre partie. Finalement, on va s'assurer de se laisser un espace vide. Il y a des cartes ennemies qui vont aller là. Et on va avoir notre standee qu'on va les placer sur la zone de départ, qui est la petite zone jaune, comme ça, ici. Ensuite, on va aller choisir notre tableau. Fait que quel tableau on va vouloir faire? On a 2 decks de tableaux. Fait qu'on a 2 tableaux possibles. Il y a le repère des aliens et la jungle en tant que telle. Chaque deck va venir avec une carte spécifique qui est la carte de mise en place. Fait qu'on voit ici Setup. Et il y a un plateau correspondant. Fait que j'ai la jungle de ce côté-ci, le lair alien de l'autre côté. Dans mon cas, on va installer la jungle. Ce qui veut dire que je n'aurai pas besoin de ce deck-là. Je vais me contenter de prendre celui-ci. On va se garder une place. Moi, je vais me placer une place au-dessus du plateau où on va placer la carte principale de Setup. Sur la carte de Setup, la carte de référence, il peut me demander de faire un setup particulier. Fait que lui, il va me dire Place Rivers, then Turrets in the Stage Play Area, then Flip this card. Ce qui veut dire que dans mon deck, je vais avoir une carte qui va s'appeler River, une autre carte qui va s'appeler Turrets. Je vais prendre ces 2 cartes-là. Et on va les placer dans la zone. Fait qu'il me dit River en premier, Turret en deuxième. Ensuite, il va me demander de tourner cette carte-là. Et là, ça va devenir ma carte de référence, qui fait référence justement aux 2 autres cartes. On va aller la mettre dans le haut également. Le reste des cartes du stage, on va les brasser. Et on va se faire une petite zone juste à côté ici, où on peut se rappeler que c'est ici qu'il y a les cartes, parce que ces cartes-là vont également servir de décompte pour la partie. Fait que dans ma partie à moi, ma partie stage, la partie de tableau, va être installée au-dessus du plateau de jeu. Il y a des cartes qui vont se piéger de ce deck-là à tous les tours de jeu. Sur le plateau en tant que tel, les joueurs vont commencer dans la zone qui est juste ici, fait qu'on peut aller placer nos différents standees dans les zones dorées, et il va y avoir des jetons comme ça à placer, qui sont les espèces de caisses de munitions qui sont associées dans le jeu vidéo. On va aller les placer sur des espèces de carrés gris comme ça ici. On va en placer un pour chaque images imprimées sur le plateau. Ensuite, on va être rendu à choisir notre boss. Les boss aussi viennent avec différents decks de cartes. Ils ont différents niveaux de difficulté qui sont identifiés par les étoiles dans le bas de la carte.
C'était d'ailleurs la même chose pour les cartes d'étage, soit dit en passant, les cartes de tableau. Fait que disons que j'ai choisi ce deck-là ici, fait que j'aurais pas besoin des 3 autres decks. Une fois qu'on a choisi notre boss, généralement, il va venir avec une figurine, ou plutôt un standee ou une espèce de jeton. Il va avoir une étape de mise en place qui est indiquée également sur la carte en tant que telle. Fait que ici, ça m'indique d'aller placer le token qui représente le boss dans l'espace boss le plus proche de nous autres. C'est les 4 espaces bleus qui sont en haut, à droite. Le reste du deck, on va le placer sur le bord du jeu et on va se faire une zone, un petit peu comme on a fait avec le stage, pour avoir la zone du boss. Fait que première chose qu'on va faire, on va avoir la carte de setup, on va la tourner, il va avoir les règles spécifiques de ce boss-là. De l'autre côté, on va se garder une zone. On va avoir ensuite les cartes qui vont être distribuées aux joueurs. Il y a une carte à donner par joueur, et pour savoir quelle carte on va donner, on va regarder les petits points rouges qui sont ici. Comme je joue une partie à 2, je vais prendre la carte à 1 et à 2 points rouges. À 3, je rajouterai celle-ci. À 4, je rajouterai celle-ci. Chaque joueur va avoir à aller se placer une de ces cartes-là dans sa zone de joueur. Fait que je vais maintenant me faire une zone, peut-être que je vais vouloir mettre ça juste ici, avec ma zone de cartes ennemies qui sont associées à moi. Fait que moi, je vais prendre cette carte-là, mon coéquipier va prendre cette carte-ci dans sa zone de jeu. Le reste du deck de boss, on va placer ça en zone juste ici, fait que c'est généralement les ennemis qui sont associés avec ce boss-là qu'on va avoir pendant la partie. Il va nous rester une série de tokens qu'on va avoir. On va avoir les tokens justement d'ennemis qu'on va aller chercher qui sont spécifiques au boss qu'on a choisi, qui correspondent aux cartes qui sont à l'intérieur de ce deck-là. On va avoir un deck d'armement à choisir, à placer, à brasser, un deck d'objectifs à placer. Il va avoir divers jetons, fait que des jetons de points de dégâts pour les ennemis, des jetons d'avantage pour les héros qu'on va se garder pas loin de la zone de jeu. Et selon le scénario, il peut y avoir d'autres jetons qui s'ajoutent, qu'on va avoir à prendre pendant la partie selon les ennemis et selon les tableaux qu'on va avoir choisis. Pour terminer la mise en place, tout ce qui reste à faire, c'est, une fois qu'on est tout placé, on va prendre la première carte du deck d'ennemis et on va aller placer un ennemi à chacun des joueurs dans sa zone de jeu personnelle. Fait que moi, j'avais déjà mon ennemi boss, qui est le plus à gauche. Je vais avoir maintenant l'élite sniper que je vais mettre là. On voit que l'élite sniper, il est sur une carte fond mauve. Fait que dans les jetons de l'élite sniper, je vais pouvoir aller choisir le jeton qui a la même couleur que la carte et le placer dans la zone de spawn d'ennemis la plus proche possible de moi. Les zones de spawn d'ennemis, ces espèces de petits symboles-là juste ici. Fait que dans mon cas, ben, je pourrais aller le placer là. Et disons que mon adversaire a pigé un autre ennemi. Fait qu'il a pigé par exemple le sharpshooter rouge. Fait que je vais aller chercher dans la pile de sharpshooter le rouge et on va le placer sur l'autre zone d'ennemis. Et là, on est prêt à commencer. Donc, comme d'habitude, avant de rentrer dans les règles, comment gagne-t-on ou perd-on une partie de contrat? Ben, pour gagner la partie de contrat, il faut battre les cartes boss qu'on s'est fait distribuer en début de partie. Fait que ma carte boss a 30 points de vie. La carte boss de mon coéquipier en a 25. Donc, le boss a comme un total de 55 points de vie. Si on réussit à le faire descendre au complet, on va gagner la partie. On peut perdre la partie de deux façons. Si un des joueurs doit perdre sa troisième vie, ben le jeu est game over. Donc, et c'est dès qu'un joueur perd sa troisième vie, donc pas dès que tous les joueurs perdent leur troisième vie. Également, on a un deck de cartes jungle duquel on va avoir à tirer des cartes à tous les tours de jeu. Si on doit piger une carte de ce deck et le deck est vide, on va également perdre la partie. Fait que ce deck-là va servir en quelque sorte de timer, là, donc de chronomètre pour le jeu. Allons-y maintenant avec la structure du tour de jeu. Fait qu'on peut suivre tout simplement l'aide-mémoire qu'on a. Dans l'ordre, dans l'ordre qu'ils le veulent, les joueurs vont prendre leur tour. Fait que chaque joueur va avoir un tour de commando à jouer. Et on peut décider à chaque tour de jeu de changer l'ordre. Fait que ça pourrait être Lucia qui prend le premier tour pendant la première round de jeu, suivi de Lance. Ensuite, il va avoir le tour des ennemis, le tour du tableau lui-même. Et quand on va revenir au tour suivant, on pourrait décider que c'est Lance qui commence. Et ensuite, Lucia qui va faire son tour de jeu. Fait qu'on a toujours commando, ennemi, stage. Et on va aller voir ça dans le détail. Pour le tour des commandos, les joueurs ont 3 options. Et ils peuvent faire ces options-là dans l'ordre de leur choix. Option 1, ils peuvent attaquer. Option 2, ils peuvent se déplacer. Et option 3, ils vont pouvoir jouer des cartes de leur main. Allons voir dans le détail ces 3 options-là. Et nous commencerons par l'option de mouvement. Fait qu'une fois par tour de jeu, un joueur peut faire un mouvement gratuitement. Pour s'en rappeler, il y a cette petite carte-là qui peut se tourner une fois qu'il a fait son mouvement pour se rappeler que son mouvement est déjà dépensé pendant son tour.
Donc, le mouvement c'est très simple. Quand on décide de prendre une action de mouvement, on a deux options. On peut courir ou sauter. Si on court, on va pouvoir se déplacer de 3 cases. Par exemple, je pourrais courir puis me rendre jusqu'ici, ou jusqu'ici, ou jusqu'ici, ainsi de suite. Et à moins qu'on ait des effets particuliers, les cases ne bloqueront pas le chemin. Comme on voit par exemple ici, j'ai un symbole de tourette. Si je veux voir exactement qu'est-ce que ça fait le symbole de tourette, je vais avoir à aller voir sur la carte de tourette qui me dit que ça, c'est des espaces de tourette, ainsi de suite. Fait que ça, c'est la première action. On voit qu'il y a des lignes rouges qui sont juste ici. Ça indique des zones qui sont surélevées. Fait que la zone qui est ici, à l'intérieur, est surélevée. Je ne peux pas. Si j'étais dans cette zone-là, je pourrais prendre mon déplacement de 3 et sortir de cette zone-là. Mais pour y entrer, je dois faire une action de saut. Donc, la deuxième option, j'avais dit qu'on peut courir 3 cases. La deuxième option, on peut sauter. Si on saute, on ne se déplace que d'une case, mais on ignore les avantages ou les désavantages qui sont reliés à la case sur laquelle on saute. Fait que c'est entre autres la façon de passer sur un terrain qui est surélevé. Une fois qu'on est sur le dit terrain, ma prochaine action de déplacement, je pourrais tout à fait me déplacer de 3 comme ça, tant qu'on reste sur le terrain surélevé, ou je pourrais même descendre du terrain surélevé dans une action de course normale. Mais pour y monter, ça me prend une action de saut. Puis il peut y avoir, selon les types de terrain qu'on va avoir, par exemple ici, on voit que les cases bleues, ce sont des cases de rivière, où je vais aller avoir à respecter les conditions qui sont imposées sur la carte pour pouvoir me déplacer hors ou à l'intérieur de ce type de case-là. Les ennemis, évidemment, vont bloquer le déplacement. Je ne peux pas traverser des cases ennemies. Je dois également faire le tour pour ne pas passer sur les cases de mes alliés. Et avec le mouvement, chaque commando a 2 choses particulières qu'ils peuvent faire. Premièrement, si un commando, en faisant son déplacement, passe sur une case ou s'arrête sur une case où il y a une caisse d'armes, comme ça ici, bien, il peut interrompre son action. Fait que donc, s'il reste des points de mouvement, il va pouvoir les prendre après pour piger une carte d'armes comme ça ici. Si la carte d'arme lui plaît, il va pouvoir aller la placer sur sa carte personnelle, remplaçant son arme de base. Fait que donc maintenant, j'ai un machine gun au lieu d'avoir ma mitraillette de base qui va me donner des caractéristiques, des pouvoirs spéciaux quand je vais attaquer. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La deuxième chose qu'on peut faire de spécial, si on se déplace, c'est de passer sur les cases d'objectifs, qui sont les cases vertes, bleues et rouges, comme ça ici. Fait que si je faisais mon mouvement en me déplaçant, par exemple, comme ceci, je pourrais tenter d'atteindre l'objectif qui va m'être fixé par une carte aléatoire. Si je décide d'essayer de faire un objectif, ce que je vais faire, c'est que je vais piger la première carte du deck d'objectifs et je vais aller voir si dans ma réserve personnelle, j'ai les jetons qui sont demandés. Dans ce cas-ci, par exemple, il me dirait, est-ce que tu possèdes présentement 3 jetons bleus? Si c'est le cas, et là dans ma réserve, on voit que moi présentement, je n'ai qu'un seul jeton bleu, j'en ai pas 3, c'est donc pas le cas. Mais si c'était le cas, ça me permettrait de réussir l'objectif de la couleur que je viens d'essayer. Je viens d'essayer un objectif de couleur vert, tel qu'on peut voir sur le plateau juste ici. Et si je le réussis, bien, je vais pouvoir aller placer le petit jeton comme ça sur l'objectif vert, montrant que j'ai réussi ce dit objectif. Si je ne le réussis pas, ce qui était mon cas, bien, à la place, je vais gagner le bonus de Scout. Fait que dans ce cas-ci, on me dirait justement, gagne 2 jetons bleus, les 2 jetons que tu n'avais pas, maintenant tu peux les gagner. Fait que j'ajouterais dans mon cas 2 jetons bleus à ma réserve personnelle en se rappelant que je ne peux pas avoir plus de 3 jetons de la même couleur quand on parle des jetons d'avantage. Si plus tard dans la partie, je repasse sur la même case et cette fois-ci, je tente un objectif que j'ai déjà réussi, mais à la place de piger une carte objectif, je vais tout simplement piger une carte de mon deck personnel et le rajouter à ma main. La deuxième chose qu'un joueur peut faire dans son tour, c'est évidemment d'attaquer. Si on veut attaquer, on va tourner notre carte encore une fois pour montrer qu'on a attaqué, pour s'en rappeler dans notre heure de tour de jeu, et on va pouvoir déclencher une attaque. Quand on veut attaquer, c'est fort simple. On va viser une cible qui est à portée. La portée va être indiquée par ce petit symbole-là imprimé directement sur notre fiche de joueur ou sur la carte d'armes qu'on a. On voit par exemple ici qu'avec le machine gun, j'ai une portée de 5. On peut avoir des pouvoirs particuliers. Je peux relancer chaque dé qui n'est pas un critique une fois pendant ce lancer de dés. Et on va savoir combien de dés on lance. Les commandos vont toujours lancer les dés blancs. Une fois qu'on a choisi notre ennemi, dans mon cas par exemple, disons que je suis ici, je vais donc attaquer l'ennemi qui est là, je vais lancer les dés qui sont appropriés et on va voir qu'est-ce qu'on roule. Ces symboles-là, indiquent des succès. J'ai donc un succès. Ce symbole-là indique un succès que je peux relancer. Donc, je suis rendu à 2 succès, je peux relancer ce dé-là. Et ces jetons-là m'indiquent des possibilités d'avantage. Une possibilité d'avantage, c'est que si je le veux, je peux dépenser des jetons qui correspondent à la couleur du dé que j'ai roulé pour transformer ces dés-là
en succès. Fait que si je décide de dépenser, par exemple, ces 2 jetons-là, ça voudrait dire que j'inflige 2 dégâts de plus pour un total de 4 points de dégâts et ces jetons-là retourneraient à la réserve. Les 10 4 points de dégâts vont tout simplement être placés sur la carte de l'ennemi que j'ai tenté d'attaquer. C'est un ennemi qui est dans ma zone de jeu à moi. Je vais donc aller lui placer 4 points de dégâts. Si j'atteins la valeur qui est en haut à droite du dit ennemi, la carte est défaussée, l'ennemi est battu. C'est un peu différent pour les boss, on va y revenir dans quelques instants. Et je précise que les symboles qu'on a décidé de ne pas transformer en succès vont plutôt nous relancer, nous rajouter, dis-je, des jetons à notre réserve. Disons que je jette ça ici. J'ai donc un succès critique encore une fois que je relance, un deuxième, j'ai donc 2 succès, 3 succès, et je dis que ça me convient, je vais donc infliger 3 points de dégâts à l'ennemi en question. Et cette fois-ci, au lieu de prendre des jetons pour transformer les résultats verts en succès, je vais ramasser un jeton vert pour chaque dé que je n'ai pas transformé. Et c'est la même chose pour toutes les couleurs. Si j'avais roulé ceci et j'avais décidé de ne rien transformer en succès, ben je ferais 2 jetons verts et un jeton rouge, mais je n'infligerais aucun point de dégâts à mon ennemi. Fait que les jets d'attaque vont tous fonctionner comme ceci. Les boss fonctionnent un petit peu différemment. Ils ont une très grande réserve de points de vie, évidemment. Cette carte-là, comme je l'ai déjà dit, a 20 points de vie. 30 points de vie, dis-je, celle-là en a 25. Quand j'attaque le boss, si j'avais attaqué lui, par exemple, à la place d'attaquer mon autre adversaire, on voit que j'inflige 3 points de succès, je dépense un bleu pour en faire un 4e. Je décide si j'inflige 4 points de dégâts à cette carte-ci, 4 points de dégâts à cette carte-ci, 2 de dégâts à chaque, 3 à 1 à un à l'autre. Je décide comment les splitter. Toutes les cartes boss sont considérées comme étant le boss. Mais si je vais réussir à me rendre, par exemple, celle-ci à 30 points de dégâts, bien, la carte, au lieu d'être défaussée, on va la tourner. Et on va voir que le boss va devenir un petit peu plus fort le reste de la partie, parce qu'il va rester juste une carte en jeu. La carte qui a été battue va rester dans ma zone de jeu. C'est juste les boss qui fonctionnent comme ça. Ça va donner un boost à l'autre carte boss. Puis quand cette carte boss-là va également être battue, bien là, on se rappelle que c'est comme ça qu'on gagne la partie. Je termine l'explication des attaques en disant qu'à chaque fois qu'on réussit à vaincre un ennemi, que ce soit l'une des cartes boss ou un des autres ennemis normales, on va tout de suite piger une carte de notre deck personnel qu'on va rajouter à notre main. Si c'est un effet du jeu qui fait qu'un ennemi meurt, il y a un pont qui s'écroule, il y a une tourette qui tue un ennemi ou quoi que ce soit, on va décider quel joueur pige la carte. Sinon, c'est toujours le joueur qui a infligé le dernier point de dégâts. Et la dernière chose qu'on va pouvoir faire à notre tour de jeu, c'est pas de piger, mais de jouer des cartes. Fait qu'on va avoir des cartes dans notre main. On peut les jouer, les cartes pour les effets qui sont dans le bas. Fait que si par exemple, et chaque joueur va avoir des espèces de cartes génériques, tout le monde a des cartes mobility, tout le monde a des cartes de sustain fire pour pouvoir faire des attaques de plus ou des mouvements de plus pendant mon tour de jeu, par exemple. Et la plupart des joueurs vont également avoir des cartes qui leur sont spécifiques dans leur deck, ce qui va leur donner différentes habiletés, différents pouvoirs. Les cartes n'ont pas de coût à jouer, fait que je vais juste jouer la carte, la défausser, la mettre dans ma défausse et faire ce qui est écrit dessus. J'attaque tous les ennemis qui sont en espace avec 3D, je peux dépenser 2 jetons de n'importe quel type pour augmenter la portée de cette attaque-là, etc. Fait qu'on en a un paquet comme ça. Fait que les cartes, on en joue tant qu'on veut, en sachant qu'on va en piger juste une par tour. La seule restriction est notre réserve. Je précise aussi, vous l'avez remarqué, que les cartes ont des symboles d'avantage dans le coin. Je peux utiliser ces symboles d'avantage-là pour remplacer n'importe quel jeton que je n'ai pas en main. J'ai donc fait un jet d'attaque précédemment où j'ai roulé ceci, fait que vert et rouge et bleu. Je pourrais dépenser ces 3 cartes-là pour transformer ces 3 dés-là en 3 succès si je le voulais. Chaque joueur a également une habileté qui peut activer dans son tour de jeu en dépensant le jeton approprié, dans ce cas-ci un jeton bleu, pour que je puisse choisir un ennemi qui est à 3 cases ou moins d'un allié, puis le déplacer où je le veux, jusqu'à un maximum de 3 cases, et chaque joueur va avoir un pouvoir différent qui s'active avec un jeton d'une couleur différente. Quand on a terminé son tour de jeu, pour s'en rappeler, on va tout simplement tourner cette carte-là. Et là, mon coéquipier va prendre son tour de jeu lui aussi, et comme on le voit dans le bas de la carte, quand tous les joueurs ont terminé de prendre leur tour de jeu, donc quand tous les joueurs ont tourné cette carte-là, on va flipper cette carte-là, comme ça ici, et chaque joueur va piger une carte. Ça va mettre fin à l'activation des joueurs. Une fois que l'activation des joueurs est faite, on va passer au tour des ennemis. Le tour des ennemis est fort simple, disons pour mon exemple que le boss n'est pas encore battu. On va tout simplement compter pour chaque joueur, ça va se faire de façon simultanée. On va compter il y a combien d'ennemis dans la zone du joueur. Dans mon cas, j'ai 2 ennemis dans ma zone, ce qui veut dire que je vais rouler
2 dés d'ennemis. À cela, je vais regarder s'il y a des pouvoirs particuliers de boss ou d'ennemis qui s'activent. Par exemple, on voit que le boss va me faire rouler 2 dés de plus s'il est à 3 espaces ou moins de moi lorsqu'il m'attaque. Fait que si par exemple on était comme ça ici, ben, il roulerait 2 dés de plus. On voit que le Sniper Elite, lui, me dit que quand il m'attaque, il va rajouter un résultat vert. Fait qu'on va avoir un résultat vert supplémentaire. Je pourrais le représenter avec un jeton, ça n'a pas d'importance. Mais je vais avoir un plus vert à bloquer pendant le tour de jeu. Une fois que j'ai fait le cumul de mes dés, et je précise que mes ennemis m'attaquent moi, et mon coéquipier va avoir à délai avec ses ennemis à lui. Quand nous, on attaque, on peut attaquer n'importe qui est présent physiquement sur le jeu. Mais dans mon cas, à moi, mes ennemis vont m'attaquer moi. Donc, une fois que j'ai ma réserve de dés, je vais tout simplement les rouler et ça marche comme les jets d'attaque. La seule différence, c'est que c'est des dégâts que je reçois automatiquement. Donc, je reçois 2 dégâts bleus et je reçois 2 dégâts verts. Si je réussis à tous les bloquer, pour les bloquer, on se rappelle, il faut que je mette des jetons pour pouvoir les bloquer. Dans mon cas, comme j'ai un sniper qui me tire dessus, je dois également bloquer ce dégât-là. Je vais bloquer le dégât qui est ici et je vais regarder de ma main, je vais défausser, disons, cette carte-là pour bloquer le dernier dégât. Si je réussis à bloquer tous les dégâts, ben, tout se passe bien, la phase d'activation des ennemis est terminée. Si je ne bloque pas tous les dégâts, peu importe il y en a combien que je bloque pas, à la place, je perds l'une de mes vies. Si je perds ma dernière vie, la partie est terminée. Donc, si on ne réussit pas à tous les bloquer, ça ne vaut pas trop la peine de dépenser plein d'énergie pour essayer d'en bloquer. Je précise que pendant la phase d'attaque des ennemis, peu importe ce qui se passe, je ne peux pas perdre plus qu'une médaille. Fait que, comme je viens de le dire, on ne se force pas trop si on n'est pas capable de tous les bloquer pour en bloquer une majorité. Dernière chose que je vais dire, chaque carte ennemie va avoir un petit symbole comme ça qui est roulé, qui est imprimé sur la carte. Si je roule le dit symbole pendant ma phase de jet d'attaque, quel bon exemple, si je roule le dit symbole pendant ma phase d'attaque, on va activer les ennemis de gauche à droite, on va activer leur habilité spéciale en fonction du nombre de symboles que j'ai roulé. Fait que si par exemple j'avais roulé ceci, ben, le premier symbole va activer son habilité à lui, puis en plus, je dois bloquer ces dégâts-là. Si j'avais roulé ceci, ben là, les deux habiletés vont s'activer parce que j'en ai 2. Puis ensuite, on va avoir un bleu et un rouge. Puis là, les habiletés, ça va dépendre d'un monstre. Lui, il va se déplacer de 3 vers moi, puis il va m'infliger 2 dégâts supplémentaires que je vais avoir à bloquer, des dégâts wild. Ça veut dire des dégâts qu'on bloque de n'importe quelle couleur. Et lui, il peut m'ajouter des dégâts verts si jamais on roule son symbole particulier. Et une fois que chaque joueur a résolu les dégâts d'ennemis qu'il a reçus pendant son tour, on active la phase de tableau, la phase stage. La phase de tableau, c'est qu'on va prendre toutes les cartes après la carte de setup, donc après cette carte-là, on va prendre toutes les cartes une à une, puis on va regarder est-ce qu'ils ont un effet qui s'active. Si on a le mot-clé Activate, ben, on fait ce qui est écrit sur la carte. Fait que les joueurs qui sont présentement dans la rivière, comme c'est mon cas ici, vont avoir des avantages, vont avoir défaussé une carte. Ensuite, on va regarder. Chaque joueur qui est proche d'une tourette va subir 2 points de dégâts qu'on doit bloquer avec la couleur de notre choix. Fait que comme je suis proche d'une tourette, je dois bloquer les dégâts si je ne veux pas perdre l'une de mes médailles. Et une fois qu'on a activé toutes les cartes qui sont dans la zone de jeu, on va piger une nouvelle carte et on va activer l'effet de la nouvelle carte. La plupart des cartes dans ce scénario-là, c'est pas mal toutes des cartes qu'on défausse, qu'on fait juste activer qu'est-ce qu'il y a sur la carte, qu'est-ce que la carte dit, puis ensuite on la défausse. En se rappelant que si on doit en piger une, mais il n'y en a plus, ça nous fait perdre la partie. Dans d'autres scénarios, il peut y avoir des cartes qui se rajoutent à la rivière de cartes qui est en haut, puis qui vont rajouter différents effets qui vont s'activer à tous les tours de jeu si on ne s'en occupe pas. Je précise aussi que la petite carte de règles spéciales va indiquer comment on peut interagir pendant notre tour de jeu avec ces cartes-là si besoin est. Par exemple, on me dit que si je suis à côté d'une tourette, je peux dépenser un jeton d'avantage vert pour recouvrir la tourette, ce qui va faire que, à partir de maintenant, dans la phase d'activation de tourette, je n'activerai plus cette tourette-ci qui m'infligera plus de dégâts. Une fois que la phase de stage est terminée, chaque joueur va ramener sa carte sur son côté commando et là on a un rappel, donc à partir du deuxième tour de jeu, chaque joueur va piéger une carte d'ennemi qui va se rajouter à sa rivière personnelle de cartes d'ennemis. Fait que là j'ai un autre sniper, cette fois-ci c'est le bleu, donc le sniper bleu va apparaître proche de moi, je suis juste ici donc il va apparaître là, et cette carte-là va se rajouter à ma rivière de cartes à moi. Je précise que ma ligne de cartes
de ma zone de cartes ne peut pas avoir plus que 3 cartes ennemies en comptant le boss, et ce, même si le boss a été battu, du moins ma carte a été battue, il compte quand même comme 3 cartes. Si j'arrive pour en avoir une, puis j'ai plus de place, à la place, je vais subir 1 point de dégâts que je devrais bloquer. Et on continue comme ça, en tentant de se promener à travers la zone, en tentant de bloquer les différentes tourelles, d'activer les différents effets, peut-être de faire exploser le pont qui est en plein milieu, infliger des dégâts au boss, trouver du nouvel équipement, accomplir différents objectifs pour améliorer sa carte mission, pour éventuellement tenter de tuer le boss. Une fois qu'on a tué le boss, on gagne la partie. Si un des joueurs se fait éliminer alors qu'il n'a plus de médaille, on perd la partie. Si on passe au travers de la pile de cartes stage, on perd la partie. Je terminais cette explication avec un petit rappel parce que j'ai dit qu'on peut aller faire des missions à quelques reprises en tentant d'accomplir les cartes objectifs quand je passe sur ces différentes cases-là. Qu'est-ce que ça donne de réussir ça? Bien, pour chaque zone qui est recouverte, ça me donne l'option de transformer cette couleur-là en succès automatique plutôt que d'avoir à payer des ressources pour le transformer en succès. Fait qu'on comprend donc que si je réussis à recouvrir les 3 jetons dans une même partie, bien, à partir de ce moment-là, quand je vais lancer des jets de dés, tous mes résultats seront des succès. Sinon, bien, je devrais aller faire les missions des couleurs correspondantes pour pouvoir transformer ces résultats-là en succès automatique. Comme je l'ai déjà dit, donc tant que cette carte-là n'est pas faite, je vais avoir à payer des ressources pour transformer ça en succès, mais si je ne les paie pas, je vais gagner plutôt ces ressources-là. Je précise quand même que même si, dans mon exemple-ci, même si la mission bleue était faite, j'ai quand même l'option de ne pas me servir d'eux autres comme succès pour quand même les transformer en ressources bleues et les prendre. Fait que dans mon cas, par exemple, j'aurais un succès automatique, et là, je pourrais décider soit de payer 1 ou d'en gagner 1 parce que mon verre n'est pas fait. Et pour les deux qui sont là, pour chacun, ben, soit de le transformer automatiquement en succès, soit de gagner une ressource à la place parce que ma mission bleue est réussie. Donc voilà, c'était le jeu Contra. Donc d'abord au niveau des composantes, les dés sont de bonne qualité, les cartes sont d'assez bonne qualité, une carte somme toute standard. J'aime beaucoup le visuel sur les cartes, chacune des cartes d'action a un visuel qui est différent, puis on a comme les 4 personnages qui sont représentés à travers toutes les cartes, fait que même si on a un personnage, on voit quand même le visuel des autres cartes. Le plateau de jeu, je trouve un peu petit, fait qu'il devient rapidement bien rempli. C'est des fois difficile de remarquer un jeton ou quelque chose qui s'y retrouve. Mais ça fait une petite boîte de jeu. Là. La boîte est vraiment pas grosse. Là. Fait que le fait que ça soit un petit plateau, ça permet ça. Ça permettrait également d'en mettre un deuxième plateau peut-être à l'intérieur du jeu. Pour l'instant, il y en a juste un recto-verso. Fait que l'autre aspect du deuxième plateau, c'est une affaire sur laquelle je vais revenir. Les jetons d'ennemis, je les aime pas super gros parce qu'ils sont pas très faciles à distinguer les uns des autres d'un coup d'œil rapide parce que c'est un très petit jeton avec un dessin qui est dessus. Il n'y a pas de mots-clés ou de code pour les reconnaître rapidement. Fait que ça prend un certain temps de les placer, les trier en début de partie. Je trouve pas ça super la façon qu'ils sont faits. C'est pas la fin du monde. Je trouve pas ça super. J'aime bien le fait que les héros aient des standees. Je n'aime pas beaucoup le fait que les boss n'ont pas de standee. Fait qu'ils ont un jeton à peine plus grand que le jeton d'ennemis, des ennemis particuliers. Particulièrement pour l'un des boss. Les autres boss ont des jetons plus gros qui prennent 4 cases, l'espèce de mur avec lequel il faut se battre, ou l'espèce de repère d'extraterrestres là, à la fin du premier contrat, avec lesquels il faut se battre, sont un peu plus gros, fait qu'on les voit bien, mais j'aurais aimé un standee pour qu'il y ait une présence un petit peu plus égale à celle des héros sur le plateau de jeu. J'aime comment les cartes d'aide-mémoire sont faites, fait que j'aime qu'on ait des cartes pour se rappeler si on a pris son move gratuit par tour ou non. J'aime le fait que sur la carte de tour de jeu, on me dit à ce stade-ci, chaque joueur pige une carte, à ce stade-ci, chaque joueur pige une carte ennemie pour aider au bon déroulement du jeu. Ça l'aide beaucoup. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas une grande variété dans les cartes armes. Il y en a genre 4 ou 5 en 2-3 exemplaires chaque. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que j'aurais aimé un petit peu plus de variété au niveau des armes. Mais sinon, au niveau des composantes, le reste, j'ai trouvé ça quand même très bien pour le prix de la boîte. Au niveau du gameplay, il y a beaucoup de petites choses que j'aime à l'intérieur du jeu. J'aime beaucoup comment les dés fonctionnent. Fait que les dés, il n'y a pas une face qui est perdue. C'est quelque chose qu'ils avaient utilisé dans Altar Quest, qu'ils ont utilisé dans d'autres jeux avant. Chaque face sert à quelque chose. Fait que si j'ai la face explosive, une affaire que j'aime bien qui me donne des succès, j'ai 2 autres chances sur 6 d'avoir un succès de base. Mais si j'obtiens une des 3 faces de couleur, parce qu'il n'y a pas de face vide sur le dé, si j'obtiens l'une des 3 faces de couleur, mais si je m'en sers pas pour faire un succès, mais minimalement, je gagne une ressource
ressources en échange. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun, puis les ressources sont super importantes, particulièrement pour bloquer tes dégâts. Fait que ça, je trouve ça très intéressant comment que les jets de dés fonctionnent. Par contre, évidemment, ça fait que c'est un jeu qui repose énormément sur le hasard. Fait qu'il y a des parties que tu as beau essayer le plus que tu veux, tu roules pas ce que tu as besoin de rouler, tu roules puis tu fais des couleurs que tu n'as pas de besoin, etc. Fait que tu peux perdre juste parce que tu es malchanceux, c'est quelque chose d'assez commun. Et le jeu est quand même assez difficile. Tu piges un ennemi à tous les tours de jeu. Ça fait que tu vas recevoir généralement 2 ou 3 dés, voire plus, dépendamment des différents effets de scénario, des dés d'attaque ennemis. Fait qu'il faut que tu bloques 3, 4, 5 différents symboles de dégâts à tous les tours de jeu. Tu n'en génères pas tant que ça. Tu fais juste piger une carte par tour gratuitement à ta main. Fait que c'est pas un jeu qui est super facile. C'est un jeu qu'il faut que tu réfléchisses comme il faut que tu planifies tes affaires, faut que tu y ailles tranquillement, faire le tour, bloquer les tourettes. Dans le scénario qu'on a vu par exemple, bloquer les tourettes, éliminer les ennemis les plus faibles, te rendre au boss, commencer à t'approcher dessus. Tu fais attention parce que le boss, il y a des bonus si tu es proche de lui. Des trucs comme ça. Fait que c'est un jeu qui a quand même un bel esprit stratégique, mais qui repose beaucoup sur du hasard. Fait qu'il faut que tu calcules ça. Mais j'aime beaucoup le fait, comme je l'ai déjà dit, les dés qui servent toujours à quelque chose. J'aime les jetons d'avantage, comment ils fonctionnent. J'aime que les ennemis, il y a beaucoup d'habiletés différentes. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait 4 decks d'ennemis différents. C'est intéressant qu'il y ait 2 cartes de tableaux différents, 2 decks de tableaux différents. Fait qu'on a 2 tableaux essayés, mais c'est un jeu qui, pour moi, crie à l'expansion. Qui a besoin d'expansion pour continuer à être intéressant. Les 4 héros sont bien, sont un peu différents dans la composition de leur deck, mais n'ont pas des différences majeures, puis ils ont un petit pouvoir de base qui est un peu différent aussi. Fait que ça me prendrait 2-3 héros de plus qui viennent rajouter un petit peu de spicy dans tout ça, puis ça me prendrait surtout d'autres tableaux. Une fois que tu as fait 2-3 fois le tableau de jungle, puis 2-3 fois le tableau d'alien, tu aimerais ça avoir d'autres choses, surtout quand tu joues aux jeux vidéo, puis tu te dis j'aimerais ça avoir le tableau qu'on est dans une base, puis que je passe de pièce en pièce, ou que je monte dans une espèce d'arbre géant, ou que je passe dans des corridors pleins de lave, des trucs comme ça. Fait que j'aimerais ça avoir ces tableaux-là, que je n'ai pas. J'ai trouvé que c'était un peu limitatif en termes de tableaux. Les ennemis, c'est un peu moins pire, parce que j'ai 4 groupes d'ennemis, j'ai 4 decks d'ennemis. Ça m'en prendrait quand même un peu plus pour que le jeu reste dans la ludothèque à long terme. Fait que mon impression finale, c'est un jeu intéressant. Oui, c'est super le fun, c'est super agréable. C'est un jeu assez léger là, au niveau des règles pour que tu puisses l'expliquer rapidement puis tout de suite embarquer dans les règles. C'est des parties relativement courtes, 45 minutes, 1 heure peut-être pour une partie à 2-3 joueurs. C'est un jeu qui va bien s'ajuster au nombre de joueurs parce que chaque joueur gère sa zone à lui. La phase d'ennemi est tout en même temps pour chacun des joueurs. La phase de stage s'applique à tous les joueurs en même temps. C'est juste la phase de joueur qui est un petit peu plus longue si tu joues à plus de joueurs parce que chaque joueur doit faire ses actions. Mettre un mouvement, une attaque, jouer une coupe de cartes, lancer quelques dés, fait que ça se passe très bien. C'est un jeu qui, selon moi, va souffrir à moyen long terme au niveau de la rejouabilité parce que je vais avoir fait le tour rapidement des 4 héros, des deux étages que je peux faire, des 2 tableaux que je peux essayer, puis des 4 groupes d'ennemis. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de fun quand je joue, mais je pense pas que s'il n'y a pas d'extension qui sorte, je pense pas que c'est un jeu qui va être dans la ludothèque encore dans 2-3 ans. Et en considérant tous les problèmes que Blacklist Game a eu, j'espère que la licence va être récupérée. Là, on a Kess qui fait quelque chose d'intéressant, puis ils ont fait d'autres jeux intéressants avec Sonic, puis avec ils en ont fait un autre Megaman, qui sont des jeux intéressants aussi, fait que j'aime l'idée de la licence. Je finis d'ailleurs en disant qu'une de mes pièces préférées au niveau des composantes, c'est la boîte elle-même qui rappelle une bonne vieille cassette Nintendo. Fait que ça, j'ai trouvé ça super agréable. Fait que j'espère qu'il y a des extensions qui vont venir pour que le jeu continue à rester intéressant. Sur ce, moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Venez nous visiter sur Facebook, Instagram et peut-être venir nous supporter sur Patreon si tu le souhaites. Si tu souhaites, dis-je que l'on continue à produire du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi.